Bonjour à tous. Donc vous l'aurez compris, moi c'est pas 11 mois de travail que je vais essayer de vous synthétiser, mais 10 ans. C'est écrit en plus gros ici, voilà. Merci Claire. Ah ouais, c'est bon là. Oui, c'est le début. Donc 10 ans d'utilisation d'Oxol. Alors on remonte pas à 30 ans Christine, mais je fais avec ce que je connais. Mais déjà, vous allez voir, on va balayer un petit panel. Donc, rien à voir avec le film de Colin Serrault, le local pour le désert global. Non, non. C'est juste que l'utilisation du sol, nous, c'est parti du premier usage d'un descriptif local dans les usages, jusqu'à aujourd'hui à une analyse beaucoup plus globale à l'échelle régionale des pressions foncières, par le croisement notamment entre l'Oxol, c'est bien le but aujourd'hui, et le marché foncier régional dont j'ai connaissance, enfin dont la SAFER a connaissance. Donc, comme je savais que j'étais le premier utilisateur, enfin retour d'expérience à passer, je me suis permis d'être un petit peu redondant avec le film pour se mettre vraiment dans le profil d'un utilisateur. Et je vous pose une question, vous préférez quoi? L'ortho ou l'Oxol? Intéressant, on est au 1 1600e. J'ai extrait ça hier rapidement pour qu'on se rende bien compte. Alors, je n'ai pas zoomé sur la campagne, mais ici, je peux vous garantir qu'il y a quelques années, il y avait de la campagne intégrale. Voilà. Bon. Je pense que si on prend un peu de hauteur, et c'est bien l'objet, on se rend compte que là, j'ai zoomé exactement sur le même endroit. Hein. Et je ne sais pas, vous préférez quoi maintenant, l'ortho ou l'Oxol? Voilà, donc... Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai découvert ça avec mes collègues à la SAFER, pas en 2006, mais le temps qu'on découvre ce que c'était la BD Oxol, on s'est dit qu'il y avait vraiment des usages possibles et que ça pouvait vraiment répondre à nos attentes et aux questions qui nous sont posées par un certain nombre d'interlocuteurs, notamment ceux que j'appelle les élus, mais on va dire plutôt les décideurs, donc, hein, parce que je l'ai résumé sous un terme, c'est beaucoup plus court à écrire dans un diaporama, et puis c'est quand même bien le but final. Toutes ces productions qu'on met en place, c'est bien pour nos élus, pour nos décideurs. Donc cette BD Oxol, même si ça peut leur paraître complètement abstrait au départ, elle est bien dans ce but final. Voilà, donc on a dit qu'on remontait un petit peu le temps. Hein. Claire, tu m'avais demandé comment tu as utilisé l'occupation des sols depuis que tu la connais. Donc, je me suis amusé. C'est complètement arbitraire, mais pas totalement. J'ai pas mis de chiffres, pas d'échelle, mais on comprend que quand ça monte vraiment le besoin, et que quand ça descend, ça descend. Donc, la sortie de l'Oxol 2006, elle devait être quelque part par là, et on avait déjà un besoin à exprimer, qui, par cette occupation des sols qui a été mise à notre disposition, a pu répondre à des usages ensuite. Après, moi, j'avais cru comprendre, je ne sais pas si je me trompe, dans le suivi de l'historique, qu'en 2012, on espérait avoir un produit qui a été retardé et qui a abouti, et il était très attendu, vous l'avez entendu dans le film, qui a abouti à l'Oxol 2014. Mais donc, on a 8 ans d'écart entre nos deux occupations des sols. Donc, ça a des effets, tout ça, dans notre travail et puis dans ce qu'on en fait. Vous voyez que le besoin, il n'a jamais tari, bien au contraire, alors que les usages, ils ont évolué en fonction de la donnée disponible. Donc dans un premier temps, c'est ce que je vais vous présenter, ce sera les 3 illustrations que vous allez avoir après. Vous allez voir que dans un premier temps, les premiers usages de l'occupation des sols, vers 2008, on va dire, c'était vraiment à des usages locaux pour des études locales. De toute manière, vu la puissance des SIG de l'époque, en tout cas de nos logiciels et de nos ordinateurs, on avait du mal à faire mieux chez nous. Après, vous voyez ici, j'ai écrit, on avait des besoins pour des usages locaux, mais il est aussi né des besoins plus importants à l'échelle régionale. On avait eu une commande de l'Adréal qui nous demandait de travailler à l'échelle régionale et il nous aurait fallu une occupation des sols assez précise, sauf qu'il voulait une donnée qui était vraiment à jour. Donc,
plutôt que de partir sur l'Oxol à ce moment-là, vu qu'on n'était pas satisfait par la date, on a dû utiliser Corinne Landcover, dont on a déjà parlé, que l'Adréal avait légèrement amélioré avec les sources d'informations qu'elle voyait voir mieux qualifiées. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, on en est arrivé à pratiquement plus utiliser l'occupation des sols 2006, parce que l'antériorité nous paraissait trop grande. Et bon voilà, sortie de l'Oxol 2014, l'an dernier, on a déjà pu faire des premiers tests. Et puis cette année, le besoin a augmenté. Et puis l'usage aussi, forcément, puisque à nouvelles données, toutes récentes, on l'utilise. Et là, ça a changé. On a des usages globaux à l'échelle de la région. On continue les usages locaux aussi, si nécessaire. Et il y a deux extractions possibles. C'est soit pour un indice régional que je vais vous présenter, soit aussi un autre retour d'expérience récente sur le Vaucluse, mais qui peut être généralisé à l'échelle de la région, sur la question des gisements fonciers. Vous allez voir tout ça. Pour l'instant, c'est des mots. On va essayer d'illustrer rapidement. Donc, je n'ai pas présenté la SAFER quand même pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Portrait express. J'ai réutilisé une diapositive que j'avais déjà présentée ici. Donc, la SAFER, Société d'aménagement foncier d'établissement rural, c'est devenu un nom commun, vous n'êtes pas obligé de retenir ça. Elle a plusieurs missions. C'est un organisme agricole en gestion du foncier et qui travaille pour l'intérêt général agricole. Donc, les missions de base, à l'origine, depuis les années 60, c'est aménager les structures des exploitations agricoles et forestières. Donc, c'est vraiment tout ce qu'a fait les remembrements et l'aménagement foncier, l'achat, revente de terres pour des agriculteurs et pour essayer de faire évoluer les exploitations et d'accompagner la modernisation de l'agriculture. Après, les missions se sont agrandies à la protection de l'environnement et au développement local. Ça paraît peut-être un peu générique, mais je ne creuserai pas le terme. Puisque ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est de vous dire que depuis quelques années, dans les missions, il nous a été alloué en plus la connaissance des territoires. Ce n'est pas qu'on ne le connaissait pas avant, mais c'est que maintenant, c'est notre mission de le connaître et de pouvoir communiquer dessus. Donc pour mon service, enfin pour le service études et cartographie auquel j'appartiens, ça veut dire que la base de données que l'on a, je vous la présenterai rapidement, de la SAFER, c'est-à-dire la base de données de transactions de vente qui nous sont adressées par les notaires, et puis que aussi la SAFER opère sur des terrains agricoles, mais pas que. Et il est vraiment important pour nous de pouvoir l'analyser. Alors, la première ressource, c'est pouvoir communiquer sur les prix dans la région, les prix des terrains agricoles. C'est pouvoir communiquer sur les mouvements fonciers, les dynamiques foncières. Et pour ce faire, bon, tout ça c'est très bien, mais ce qui est encore mieux, vu qu'on a une base de données complète, si on veut vraiment la faire parler et voir si elle est intéressante ou s'il y a des phénomènes du marché qu'on peut expliquer sur d'autres choses, c'est de pouvoir le croiser avec d'autres éléments. Vous avez compris où je veux en venir, hein. On va la croiser avec l'occupation des sols. Donc, je vous avais dit, première période, avec la base 2006, les premiers usages que je faisais, moi, nous, on est souvent appelés à travailler pour les communes ou des intercommunalités, des SCOT, pour leur faire des diagnostics agricoles préalables à la mise en place des documents. Alors, on intervient souvent en partenariat de plus en plus avec les chambres d'agriculture. Il s'avère que sur cette diapositive ici, dans les Bouches-du-Rhône, ce n'était pas encore le cas il y a 10 ans. Maintenant, avant on n'était pas trop copains, mais maintenant ça commence à s'améliorer, mais il y a encore des efforts à faire, ça marchera. Toujours est-il, j'avais vraiment utilisé à cette période-là, pour une étude sur les Alpilles, l'usage brut ou basique, c'est-à-dire que j'ai récupéré la base, je l'ai affichée auprès des élus pour leur montrer comment était structuré leur territoire. Ils le connaissent, hein. Il n'y a pas de problème, ils le connaissent même beaucoup mieux que moi. Mais par contre, si ensuite je leur chiffre comme ça, juste pour leur dire, voilà, vous avez 50% de territoire naturel, 41% d'agricole en 2006, un peu d'urbain et tout ça, voilà. Ça, déjà, c'est une première photo, ça permet de rentrer dans la discussion avec eux, de les sensibiliser. Parce que les élus, on croit toujours qu'ils sont là ad vitam aeternam, c'est vrai pour certains, mais ils changent, donc il faut toujours recommencer. Et même si on a l'impression d'être un peu lourd et redondant, c'est pas toujours les mêmes personnes qu'on a en face de nous.
Voilà. Et puis vous voyez, ça permet de se comparer commune par commune. Et c'est vrai que parfois un élu d'une intercommunalité, d'un parc naturel, il ne connaît pas toujours exactement les problématiques de la commune voisine. Usage basique, je creuse pas, je ne vais pas plus loin. Après, ce qu'on avait pu faire quand même sur cette étude, au-delà de... c'est déjà d'enrichir la base. C'est-à-dire que j'avais extrait toute l'occupation agricole des sols, auquel on avait rajouté, parce qu'on sentait bien qu'il y avait des enjeux forts au niveau agricole, mais au niveau pâturage, on a rajouté une autre couche de données, celle de la déclaration des îlots PAC, politique agricole commune, ça veut dire. Et ça nous permet de ne pas oublier toute la structure pâturable qui, dans ce territoire des Alpilles, est particulièrement importante. Je ne creuse pas plus non plus, je préfère aller plus loin vers mes autres sujets. J'avais croisé d'autres données avec les PLU et autres, vous voyez, donc on commençait déjà à croiser, mais à l'échelle d'un petit territoire. On passe à la période de manque. Enfin, on l'a pas en intraveineuse non plus, mais c'est vrai que pendant 2013-2014, le fait qu'on n'ait pas une Auxol 2012 comme on l'avait espéré, ça nous a été un petit peu bloquant. Donc, la stratégie d'attente et stratégie de contournement, peut-être, c'est d'aller chercher d'autres sources. Alors, c'est Corinne Landcover, améliorée par l'Adréal, pour une étude qui nous avait commandé sur l'IPNAF. Déjà, je vais vous en parler beaucoup plus longuement. Donc, je vous le traduis après. Mais c'est vrai qu'en 2012, problématique, à l'échelle de la région, on n'a plus l'Auxol qu'on veut. Et puis, de la même manière, ça commence à être un petit peu remonté 6 ans ou en avant ou 7 ans en avant. C'est un petit peu délicat auprès des élus, surtout sur des territoires qui ont connu des fortes mutations parfois. Donc, on passe dans des choses un petit peu plus récentes et positives. Voilà. Ce que je voulais vous dire, voilà, on nous a demandé maintenant, donc il y a toujours l'Adréal qui nous le demande, mais aussi dans le cadre d'un partenariat avec la région qu'on mène avec les agences d'urbanisme en termes d'ingénierie, on nous a demandé, et puis le CRIJ nous accompagne vraiment, de travailler sur le calcul de l'indice des pertes potentielles des espaces naturels agricoles et forestiers, IPNAF. Bon, ça fait encore un sigle, mais c'est bien un indicateur. Pour que vous compreniez mieux, je déroule le fil. À la SAFER, vous avez compris qu'on est notifié du marché foncier rural, agricole et périurbain. Donc c'est assez exhaustif, il nous manque vraiment que le marché foncier en milieu vraiment urbain dont on n'est pas informé. Donc on a plusieurs segments de marché qu'on a analysés puis fait progresser avec le travail avec nos collègues des agences d'urbanisme et avec Claire ici présente. Et voilà, alors moi je vais synthétiser pour que ce soit plus simple. Au final, on a des ventes qui ont un caractère agricole ou des ventes de caractère agricole et d'espace naturel, et des ventes qui ont un caractère urbain. Si je croise ça avec l'occupation des sols 2014, vous voyez, ça c'est des parcelles, hein, ça ressemble vachement. Hein. Mon petit point 1. Ma parcelle 1, c'est une parcelle agricole ou naturelle qui s'est vendue en espace agricole, ou ma parcelle 2 aussi d'ailleurs, ou naturel. Pour nous, il y a un usage il y a une destination qui correspond bien à l'occupation. Il n'y a pas de perte qui va être avérée. En tout cas, on pronostique qu'il n'y en aura pas. Donc, pas de perte potentielle. Il y a statu quo, c'est très bien. Enfin, pour l'organisme que je défends, c'est vraiment ce qu'on cherche à maintenir au quotidien. Par contre, il y a des choses qui nous paraissent moins bien. Enfin, en tout cas, qui entraînent une perte des espaces naturels ou agricoles. Mon point 3, là j'ai une vente à caractère urbain, donc c'est peut-être un terrain à bâtir ou d'autres types de ventes, on va dire, qui va venir rogner la zone naturelle ici ou la zone agricole ici. Et ça constitue bien le calcul de mon indicateur. Alors tout ça, c'est très bien. On peut même le décliner en indice des pertes des espaces naturels ou des espaces agricoles. Voilà. Jusqu'à hier, j'avais pas de résultat, mais on a eu une requête qui est tombée après un jour de traitement. Et pour aujourd'hui, même si je mets encore des
des précautions, parce qu'il faudra quand même contrôler qu'on n'ait pas fait de bêtises, on peut sortir une carte à l'échelle de la région. C'est issu de la BD Oxol 2014. Hein. Donc ça, c'est la carte des pertes potentielles sur le marché de ces 3 dernières années, c'est-à-dire le marché qui nous a été notifié en 2014, 2015, 2016. Voilà les pertes qu'on peut imaginer de l'espace, c'est-à-dire qu'ici, sur certaines communes, il y a plus de 2% des espaces naturels ou agricoles qui, à travers le marché qui nous a été notifié, pourraient potentiellement disparaître. Et vous voyez, il n'y a pas de secret non plus, mais ça permet de corroborer des hypothèses ou des choses qu'on observe sur le territoire. On a bien des couloirs de pression foncière de la vallée du Rhône, et on pourrait presque dire que ça suit l'autoroute A8 jusqu'à Cannes, quoi. On le voit assez bien. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une Oxol de 2006, et que sur les données antérieures à 2014, vu que Claire m'avait certifié, on a pu le vérifier, que c'était compatible 2014-2006, on a des échelles comparables. On s'est autorisé, voilà, et ça sort d'hier aussi, à établir cet indicateur sur une période plus ancienne. On essaiera encore plus ancien, mais on verra si c'est probant ou pas par rapport à notre donnée à nous, pour être sûr qu'elle soit bien en lien. J'espère que je suis clair là-dessus. En tout cas, voilà un nouvel indicateur qui sort, qu'on va exploiter avec les agences, qui vont être commentées pour la région et qui appelleront peut-être un certain nombre de publications, mais ce sera pour 2018. Autre point que je voulais aborder, c'est le dernier avec vous, puisque là, il y a vraiment un côté retour terrain, on va dire, et pour des élus, ça peut être important, c'est le travail sur la recherche des gisements fonciers. Alors, quand j'entends gisement foncier, ça veut dire qu'on est capable, on se rend bien compte en milieu agricole qu'on a des friches ou des zones inexploitées ou sous-exploitées, des zones d'abandon. Et la difficulté pour mes collègues des chambres d'agriculture ou moi-même, c'est toujours de pouvoir les identifier de manière fiable. Alors, à travers la BD Oxol, on n'est pas satisfait. On a beau faire tous les efforts à identifier des friches, c'est pas suffisant. S'il n'y a pas un contrôle terrain, on n'y arrive pas. Par contre, partir de zéro, c'est compliqué. Donc, on a établi une méthode pour le Vaucluse, pour le moment, qu'on pense pouvoir généraliser. En tout cas, on l'applique aujourd'hui. C'est qu'on utilise un certain nombre de données, notamment celle de l'occupation des sols, sur lequel on a la garantie qu'on n'est pas sur des espaces agricoles. Donc ça nous permet d'éliminer petit à petit toutes les hypothèses. Là, pas de friche, ou pas de zone agricole en tout cas. Et on arrive comme ça. Vous voyez, on utilise l'Oxol, je l'ai mis en rouge là bien. Hein. On utilise quelques classes, pas toutes, parce qu'il y en a sur lesquelles on pense qu'il peut y avoir doute, il peut y avoir interprétation. Et sur le Vaucluse, on a exclu 310 000 hectares. Apparemment, ça fait bien, c'est pas moi qui fais ce travail, mais c'est mes collègues. 92% de la surface cadastrée. Il nous reste encore 8% à creuser. Mais 8% du territoire, ça permet quand même de venir prioriser les communes, parce qu'on a fait un classement, qui sont les plus fragilisées par des friches potentielles. Et ensuite, une fois que le département, enfin peu importe l'organisme d'ailleurs, a décidé des territoires sur lesquels il voulait investir, on peut envoyer enfin un opérateur terrain qui va aller prospecter les 100 hectares, les 120 hectares, mais aller spécifiquement sur ces parcelles à risque, on va dire, pour qu'il contrôle que ce soit bien des friches ou pas, et voir si derrière il y a une action spécifique de reconquête qui peut être mise en place. Voilà. Donc l'Oxol, vous avez bien compris, qu'on remonte dans le temps ou qu'on aille dans le futur, elle nous est vraiment utile, nous. Et c'est vraiment le côté antériorité, puis on prévoit le futur, qui est importante. Alors, je vous ai remis la zone tout à l'heure, je vous avais promis qu'elle n'était pas urbanisée. Vous voyez qu'en 2004, il n'y avait rien, et puis là, il y a l'hôpital de Manosque, tout d'un coup. Donc, qu'est-ce qu'il y aura ici dans quelques années? J'en sais rien, mais on le saura peut-être avec l'Oxol 2018. J'ai mis 2018 pour être sûr qu'on est en 2020. C'est pas gentil. Non, voilà. Donc, base très utile. Ou voilà, après j'ai mis, si c'est pas l'Oxol,
Un MOS à grande échelle, nous, ça nous va très bien. Mais à l'échelle de la région. Voilà, merci, merci Gaël. Alors, merci beaucoup. Donc, c'est vrai que ça a fait une belle rétrospective, effectivement, des usages que vous avez eus de l'occupation du sol. Juste pour répondre à ta question, pourquoi en 2012 pas d'Oxol, tout simplement parce qu'on n'avait pas pu avoir les images satellites souhaitées, tout simplement. Voilà. C'était pas effectivement volontaire de notre part. Une Oxol 2018, ça étudie. Alors 2018 peut-être pas, mais on peut peut-être réfléchir à ça en 2018. Donc voilà. Mais on est bien conscient en effet que pour le moment, étant donné que c'est la seule couverture régionale harmonisée d'occupation du sol, on est bien conscient qu'il faut peut-être prévoir la mettre à jour. Alors voilà, à réfléchir sur des pas de temps. Surtout maintenant, le satellitaire étant effectivement plus facilement accessible, ayant des images, on va dire, plus régulières. Je pense que peut-être qu'on aura moins de contraintes techniques et aussi, on va dire, d'accessibilité à ces images pour peut-être prévoir une fréquence de mise à jour plus courte. Voilà, mais tout ça, voilà, on en rediscutera. Mais on tient compte de ta demande. Merci Gaëlle. Est-ce qu'il y a des questions, réactions? Oui, bonjour, Hélène Durand-Alizé, géomatique, producteur et concepteur, valorisateur de ces données. Une remarque et une question. Une première remarque, donc vous évoquiez les élus sous un angle un peu peut-être frileux par rapport à cette donnée. Alors c'est vrai que nous, en tant que producteurs qui avons le plaisir d'être au contact de ces élus dans des commissions de SCOT, par exemple, que vous citez largement au niveau français, moi je vois de plus en plus d'élus qui s'emparent avec une avidité et une rapidité de cette donnée qui me laisse assez pantois. Bien sûr, ça suppose d'évoquer ça sous un angle non technique, mais ils sont curieux et ils veulent avoir accès vraiment à la donnée source. Ils s'en emparent et les outils web peuvent y contribuer. Ça, c'est une première, peut-être un élément de complément. Deuxièmement, une question. Alors, les friches, tout le monde s'active sur cette question-là. Vous avez utilisé donc, dans un premier temps la donnée que je pourrais qualifier de moyenne échelle PACA. Bon, on sait que les milieux de transition sont des milieux particulièrement complexes. Vous citez la Camargue, par exemple. Bel exemple où on se demande où est l'agricole et le naturel, parce que ça peut se confondre. Est-ce que vous avez utilisé dans le Vaucluse la donnée, pour le coup, grande échelle, parce que je n'ai pas vu apparaître dans le travail le fait que ce soit la donnée grande échelle qui a été mobilisée et non pas la donnée PACA? En tant que producteur de cette donnée, j'ai oublié. J'avais cité le travail, je ne l'ai pas su intégralement, mais oui, il y a des choses qui ont été faites en intégrant les MOS à grande échelle, en plus dans certaines classes, dans la mesure où ils étaient disponibles quand on a fait ces premiers traitements. Parce que je crois que ce n'était pas encore complètement couvert, et on l'a d'abord testé sur le bassin de vie d'Avignon, de mémoire. Alors, juste... je peux, voilà, parce que comme je suis aussi le travail. En fait, en effet, on a testé. Évidemment, les MOS sont plus appropriés pour réaliser ce type d'indicateur. Donc, on a effectivement testé la méthode et les calculs sur les MOS, et on a essayé effectivement de les comparer et de les régénérer sur le sol, de les comparer. Donc, évidemment, il y a des différences, mais n'ayant pas de MOS régional, étant donné que c'est un indicateur qui est calculé à l'échelle régionale. Nous n'avons pas le choix effectivement de s'appuyer sur la BD Oxol. Mais en effet, donc les MOS, là où il existe des MOS, on peut effectivement, ça peut nous aider à préciser et à vérifier les calculs qui en ressortent de cet indicateur.